Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Tran. Salut Caroline, comment ça va ? Ça va bien, merci de m'interviewer aujourd'hui. C'est un grand plaisir parce que pour la première fois, j'interviewe pas quelqu'un de ma communauté et surtout le cadre est vraiment très différent parce que là, on est aujourd'hui dans ton cabinet parce que d'ailleurs, autant te présenter, comme ça au moins ça donnera du contexte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, du coup, moi je suis ostéopathe, c'est pour ça aujourd'hui on est dans mon cabinet et c'était la première fois que je suis interviewée sur ma table de pratique avec des micros. Alors je pense qu'effectivement c'est assez rare d'avoir un équipement comme ça qui est posé. Je prendrai quand même une photo, je pense, parce que comment transformer une table, on appelle ça comment c'est pas une table d'opération, c'est une table de pratique. Ouais. En studio de podcast. Comme ça, on sait que c'est possible. Non, mais au final, ça s'est très bien goupillé. J'ai vu que tu étais très efficace, en tout cas, dans la disposition de tout le matériel. Et donc, je trouvais ça super intéressant de t'avoir dans ce podcast parce que on parle de changement. Et il s'avère que tu es mon ostéopathe. Et souvent, quand tu me manipulais dans les séances, on avait toutes ces conversations, ces grandes conversations autour du changement. Et surtout, en quoi ton métier apporte un changement aussi dans la vie des gens. Et je trouvais que la manière dont tu amenais les choses était intéressante. Et donc, c'est un petit peu sur ces éléments-là qu'on va converser aujourd'hui. Et moi, la chose qui m'a toujours intrigué quand je venais te voir, c'était que même la première fois que j'étais venu, je te disais « Ouais, alors moi, j'ai mal un peu au niveau des hanches parce que je suis un peu tordu. » Et puis, je te vois prendre tes gants et me dire « Ok, maintenant, ouvre la bouche. » Et je trouve que c'est vachement quelque chose de spécifique aux ostéopathes où on vient avec un problème. Et on s'attend à ce que vous veniez traiter le problème là où il est. Et en fait, c'est pas du tout là où vous allez. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en tant qu'ostéopathe, on va aborder vraiment le corps plutôt dans sa globalité. Et c'est intéressant cet exemple justement de venir travailler des muscles qui peuvent être intrabuccaux ou la mâchoire. En fait, dans notre pratique, par exemple, quand tu vas avoir différents motifs de consultation, que ce soit des migraines par exemple ou quelque chose au niveau de la tête, on peut aussi avoir à travailler le bassin a posteriori. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai une patiente qui est venue me voir en me disant j'ai des migraines à m'en taper la tête contre les murs. Donc forcément, elle avait fait plein d'examens pour écarter tout ce qu'il y avait de grave. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je vais pas toucher à vos cervicales, je vais pas toucher à votre crâne. En revanche, est-ce que là, je ressens des tensions au niveau du bassin? Est-ce que il s'est passé quelque chose d'un point de vue digestif, d'un point de vue gynécologique, etc. Et elle m'a dit, oui, effectivement, je me suis fait poser un stérilet, c'était hyper douloureux. Et en fait, du coup, c'était intéressant de lui expliquer aussi tout le lien entre le bassin, tous les muscles, les membranes, etc., qui sont reliés du bassin jusqu'au crâne. Et dans ton exemple à toi, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que chez certaines personnes qui vont avoir eu un trauma crânien il y a plusieurs années assez important ou bien qui serrent très fort de la mâchoire, ça peut tendre parfois certaines parties au niveau des cervicales, entre les omoplates et du coup avoir une répercussion a posteriori sur le bassin. Et c'est l'intérêt aussi de mon métier, c'est que un petit peu comme pour des personnes qui vont essayer de développer un sens, par exemple l'ouïe. Nous, ça va être le sens du toucher et c'est de se dire, là, en touchant l'épaule, j'ai l'impression que les tissus m'amènent complètement vers une autre partie du corps, le bassin, le digestif. Et du coup, ça prend quelques années à se faire la patte. Mais c'est pour ça que chez toi, en tout cas, j'ai été amenée à te dire, est-ce que c'est OK aujourd'hui que je te manipule ou pas la mâchoire? C'est OK ou pas que je te manipule aussi en intrabuccal? Voilà. J'espère que je t'ai pas traumatisée. Non, mais en vrai, à force de faire l'exercice, moi, j'ai trouvé ça assez agréable, en fait, cet exercice-là. Parce que moi, je dois serrer des dents aussi pas mal. Je dois être stressé peut-être dans la vie, peut-être, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça toujours marrant de me dire, on a l'habitude de voir un symptôme et de voir traiter ce symptôme-là et de voir traiter ailleurs. Parce que c'est une manière plus holistique, donc de voir l'ensemble, qui est assez naturel dans votre métier et qu'il est beaucoup moins dans le métier que je fais, où on a tendance à se dire,
si ça marche pas, c'est parce que la personne ne sait pas faire ou si la personne c'est une mauvaise personne. Donc si tu considères une entreprise par exemple comme étant une entité à part entière, on essaie de traiter le problème là où il est. Et on se rend pas toujours compte qu'en traitant le problème là où il est, on en génère un autre ailleurs. Ça doit te parler du coup. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand tu parlais de changement justement, pareil, tu peux avoir des changements au niveau du patient, mais tu peux aussi en avoir au niveau du praticien. Par exemple, quand tu me dis, voilà, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as traité au niveau de la mâchoire ou en intrabuccal. Chez moi, après, pas spécialement cette consultation, mais après en avoir beaucoup parlé avec d'autres praticiens, maintenant c'est vrai que ma pratique va aussi pouvoir changer dans le sens où je vais jamais dès la première consultation, sauf si c'est le principal motif de consultation que de travailler sur la mâchoire, aller travailler en intrabuccal. Parce qu'aujourd'hui, je vais considérer ça comme beaucoup trop invasif. Et puis pareil, pour le patient, les changements corporels peuvent s'effectuer pas seulement dans une dimension physique, mais je trouve aussi que le fait de mettre, par exemple, directement des doigts dans la bouche, chez certains patients, ça peut braquer aussi. Et du coup, voilà, il n'y a pas juste une dimension de la manipulation va entraîner un changement physique, mais il peut aussi y avoir plein de choses psychologiques qui se passent derrière, dans le positif comme dans le négatif. Du coup, ça nous permet toujours, à nous en tant que praticiens, de nous remettre en question sur comment est-ce que je peux faire pour aborder le patient de la manière la plus pérenne possible et qu'il se sente à l'aise, que ce soit dans son entité physique ou psychologique. Ce que je trouve bien dans ce que tu dis, et je vais préciser quelque chose, alors je sais pas si c'était la première session ensemble, effectivement. C'est juste qu'à chaque fois, général, je ne fais pas ça. Non, mais je trouve ça toujours très marrant parce que les 2-3 fois où j'ai dû avoir ça, donc avec toi et puis avec d'autres personnes, c'est toujours étrange au début. Quand la première fois on te met les doigts dans la bouche, voilà, c'est un peu étrange. Mais il y a 3 choses qui me reviennent à l'esprit, sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Donc déjà, première chose, maintenant je commence à poser la question du changement et j'ai oublié de te la poser, donc je vais te la poser. Oui. Toi, le terme changement, quand on en parle comme ça t'inspire quoi? Pour moi, le changement, c'est souvent positif parce que c'est de l'adaptation. Et je pense que c'est souvent dans les moments où on est dans le flou, où on est un petit peu dans le brouillard par rapport à soi ou par rapport à notre environnement, que on va développer des capacités d'adaptation. Et au final, in fine, quand on essaye en tout cas de contrôler la chose et quand on essaye de se dire en fait, il n'y a pas d'autre solution que de s'adapter, je trouve qu'on en sort toujours beaucoup plus fort. Alors parfois sur le moment, ça peut être hyper douloureux, que ce soit, j'en sais rien, physiquement, t'as envie de faire un régime, t'as envie de changer complètement de morphologie, ou bien, je sais pas, t'as vécu une rupture amoureuse, ou bien, j'en sais rien, on t'a viré, ou voilà. Je trouve que in fine, c'est toujours positif, quoi. Si ton but, c'est de te dire, là, effectivement, je me sens pas bien, je suis étriquée dans cette situation, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? À partir du moment où t'as encore cette énergie pour te dire, là, j'ai qu'une seule solution, c'est d'aller de l'avant. Pour moi, le changement, c'est toujours positif. Donc tu fais une association entre changement et positif. Ouais. En tout cas, t'as toujours le sourire avec, donc ça c'est top. Après, peut-être que je suis naïve, peut-être que je sais pas. Ou pas, ou peut-être que tu veux proposer aussi cette positivité que tu as, et pourquoi pas. C'est le premier aspect, merci pour ça. Les 2 choses, avant que je l'oublie, la première chose, c'est quand tu parles d'invasivité, je sais même pas si ça se dit, tu sais, de mettre les doigts dans la bouche. Ah oui. Il y a une dimension importante dans ça parce que dans le monde du changement que je connais moi, plutôt dans le monde de l'entreprise ou à titre individuel, j'ai l'impression que des praticiens comme moi, des fois, se rendent pas compte de la dimension invasive de certaines questions qu'on pose. Parce que nous, en tant que coach ou accompagnant, c'est surtout des questions qu'on va poser ou des choses qu'on va essayer de mettre en œuvre chez les autres. Et des fois, en fait, il y a ce côté invasif où quand tu es invasif, du coup, tu détériores. Avant d'avoir solutionné la chose, tu détériores. C'est pour ça que j'aimais bien cette description que tu avais, qui, toi, est même physique. Donc, t'imagines quelqu'un qui met les doigts dans ta bouche, tu vois. Moi, l'image que j'ai et que je donnais en conférence, c'était que j'avais des muffins dans la main et que je les mettais dans la bouche des gens. Et donc, dit autrement, t'as 2 choses qui peuvent émerger. Soit je les étouffe, soit ils me le recrachent à la gueule, tu vois. Et je pense qu'avec les doigts, c'est pareil. Mais tu vois, il y a ce côté invasif, je trouve, qui est important comme questionnement à avoir. Et le fait que tu le disais à toi-même, dans ta première session, tu le fais pas. Je pense que en tant qu'accompagnant et praticien, c'est important aussi qu'on fasse attention à notre premier contact
à pas être trop invasif pour créer la connexion. Ouais, parce que complètement. sinon, tes patients, si direct tu les approches comme ça, ils ont peut-être pas envie de revenir, quoi. Ouais. Non, et c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est vrai que nous, en tant qu'ostéopathe, alors du coup, maintenant, tu sais, moi, je fais très peu craquer, voire jamais. Et C'est tout un sujet, ça, que je voulais aborder avec toi aussi. ouais. Ouais. Ben, en fait, je trouve que il y a c'est pas un dicton, ce sont des phrases qui reviennent très souvent dans le monde de l'ostéopathie, mais on dit souvent seuls les tissus savent. Et c'est assez intéressant. Moi, c'est en tout cas ma manière de pratiquer l'ostéopathie, mais chez une personne qui est hyper contractée et je vois qu'en fait, à force de rester sur une zone, la zone ne relâche pas. Même si je pose plein de questions aux patients, que j'essaie de voir si la zone s'est contractée suite à un traumatisme physique ou psychologique, si je vois qu'elle ne relâche pas, je me dis on va pas y aller. Les tissus me disent non, en gros. Et dans cette approche, par exemple, plutôt de craque articulaire, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte. Le fait qu'on puisse comprimer un patient et se dire, bah là, j'ai l'impression que il y a pas de voie de passage, mais je vais quand même truster, je vais quand même, en gros, Elle est en impact. Ouais, voilà, c'est ça, aller en impact. Et quand tu me disais, dans ton domaine, il faut surtout pas être invasif, je pense que de toute façon, on fait tous son bout de chemin, ses erreurs. Moi, évidemment, je sais pas si ma pratique est parfaite. En tout cas, je ne pense pas. Même en tant que personne, je pense pas l'être. Et on essaye, de toute façon, dans son travail, de toujours donner son maximum. Et pour moi, c'est plus important avoir vraiment, en tout cas, une obligation de moyens, mais pas forcément une obligation de résultat. Et derrière ça, même si de temps en temps, tu peux être un petit peu invasif vis-à-vis des tissus ou vis-à-vis même de la personne que tu as en face de toi, si elle se sent brusquée, peut-être que ça va t'amener aussi à ces fameux changements sur ta propre personne, de te dire en fait, ok, la prochaine fois, je poserai peut-être la question d'une autre manière, ou peut-être que je vais aborder le problème d'un autre point de vue, sous un autre angle. Mais bref, tout ça pour dire que d'un point de vue de c'est pas l'invasion, mais si on parle justement de ces méthodes qui peuvent être parfois trop invasives pour le patient, je pense que dans l'ensemble, on est quand même dans le soin et dans la bienveillance. On fait quand même un métier qui est là pour que les personnes se sentent mieux ou soient plus en accord avec elles-mêmes. Donc déjà, elles savent qu'on ne part pas avec une mauvaise intention. Et pour moi, déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. C'est pas comme rencontrer quelqu'un où tu te dis en fait la personne n'a vraiment aucune délicatesse ou est hyper rude. Nous, je pense que quand on va faire appel à nous, c'est quand même dans le but de se dire je vais pas sortir de la séance d'ostéopathie en étant complètement bloqué pendant 2 semaines parce que la personne elle m'a tordu dans tous les sens en me disant oui, c'est normal de faire craquer dans tous les sens. Enfin bon. Après, je suis pas du tout anti-crack, il y a des personnes qui manipulent parfaitement, mais c'est vrai que quand on ne sait pas écouter les tissus ou écouter le patient et qu'on vient même dans des manipulations sans crack de viscéral, générer de la douleur, générer des contractures, c'est une forme pour moi de trop au niveau manipulation. Mais je trouve que c'est intéressant quand tu abordes cette écoute des tissus et cette écoute des clients, c'est que effectivement le souvenir que j'avais vis-à-vis de moi en tout cas, c'était avant de mettre tes gants et de mettre tes doigts dans la bouche, c'était est-ce que c'est ok pour toi que j'y aille? Ouais. Ça veut dire que il y a quand même une délicatesse, ça veut dire potentiellement je vais faire ça et ça risque d'être inconfortable. Est-ce que tu es prêt ou non? Et je suppose que si les personnes te disent non, tu y vas pas et tu trouves un autre moyen. Bien sûr. Plutôt que de te dire, en fait, c'est la seule chose que je sais faire. Et donc, du coup, j'y vais parce que c'est ça que je dois faire pour ton problème. Ouais, bien sûr. Donc, la dimension interactionnelle, je trouvais importante dans le soin et dans l'accompagnement. Et justement, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est, et je reviens un peu sur ce que tu disais avant, c'est que forcément, ça a un impact à la fois sur le client, mais aussi sur toi. Dans la manière dont ça va réagir, ça va avoir une résonance chez toi. Et donc, en tant que praticien, cette interaction, c'est ce que moi j'appelle le changement, parce que pour moi, le changement est rarement juste à un endroit. Il est souvent interactionnel avec plein de variables qui sont autour. Oui, complètement. Et pour revenir encore sur cet exemple, par exemple, de technique intrabuccale, au final, si quelqu'un te met un doigt au niveau de l'oreille ou dans la narine, c'est exactement la même chose. Au final, c'est quand même des orifices qui sont, peut-être pas vitaux pour les oreilles, mais c'est extrêmement dérangeant quand tu te sens dépossédé d'un moyen, que ce soit pour écouter, que ce soit pour manger, pour boire, pour respirer. Donc, il y a des personnes aussi qui ont vécu des traumatismes, qui ont pu être, j'en sais rien, étranglées, qui ont pu avoir des otites quand elles étaient plus jeunes. C'est des zones qui peuvent être extrêmement sensibles. Donc, il n'y a pas juste ce truc de, on a créé une pensée comme quoi ça pouvait être
désagréable, mais pour certaines personnes, c'est aussi un gros traumatisme. Et puis, déjà, ce sont des cavités, mais même, c'est comme poser la main sur une vieille cicatrice qui a fait suite, j'en sais rien, à un cancer ou à quelque chose qui a été plus ou moins grave dans la vie d'un patient. Bon, il a pas forcément envie qu'on touche à cette partie-là de son corps. Donc, c'est exactement la même chose. Et je trouve que juste poser la question, même si parfois le patient peut se dire ouais, bah en fait, ça a été un peu too much et j'ai vraiment trop réagi après la séance. Au moins, moi, je me dis c'est ok, et je l'ai posé en pensant que le patient se sentait en tout cas en totale confiance. Bah, tu lui as donné le choix déjà, Oui, ce qui est déjà exactement. énorme. C'est-à-dire que Mhm. la personne se donne aussi la permission de refuser. Ouais. Alors que des fois, juste pour une question de bienséance ou je ne sais quoi, bah, on va pas le dire. Et puis après, on va partir de la séance braqué pour X ou Y raison. Donc je trouve Ouais, qu'effectivement, complètement. le fait de poser la question, c'est un pas que tu fais vers l'autre. Après, à l'autre de saisir sa chance ou pas, hein. C'est aussi là la responsabilité de Ouais. chacun derrière ça. Mais ce que je trouve aussi là éclairant dans ce que tu évoques, c'est la dimension d'historique. C'est-à-dire que les gens ont le corps qu'ils ont quand ils arrivent, et ce corps est empreint de toute l'histoire du passé. Mhm. Et c'est important que toi, quand tu récupères ce sujet de pratique, que tu en prennes compte. Ce qui est Ouais. exactement la même chose dans mon cas lorsque j'interviens, c'est qu'en fait, si je ne prends pas en compte l'historique, en fait, je loupe une partie des informations qui sont à ma disposition. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Si je reviens sur cette notion de sens, parfois j'ai aussi sorti cet exemple à des patients, mais c'est comme quelqu'un qui développe le sens du goût. Un œnologue, par exemple, il va te dire, ok, on est sur tel cépage, telle région, etc. Et il va te donner tout l'historique d'un vin parce qu'il a développé justement son palais. Et en fait, nous, c'est un petit peu, il y a des ostéos qui sont vraiment fantastiques, et en posant les mains au niveau de tel ou tel tissu du corps, vont se dire, oula, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave à tel moment de votre vie? Est-ce que et c'est vrai que parfois ça fait un petit peu gourou ou chaman, mais au final, je trouve que le fait de développer ce sens tactile, c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce qu'on pose la question en fait avec les mains, et pas forcément de manière orale comme toi tu pourrais le faire dans ton métier. En fait, c'est un outil en plus, ça donne des indices en plus. Et voilà. Moi, je trouve ça personnellement hyper intéressant, hein. Je suis pas prête de changer de boulot pour le moment. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, dans mon métier, je pose souvent des questions pour les personnes. C'est juste qu'effectivement, en posant des questions, on va surtout s'adresser à la tête quand tu formules la chose, hein, bien évidemment. Sauf quand on essaie de toucher le cœur, on dit qu'est-ce que tu ressens aussi. Mais souvent, le fait de poser une question, ça remonte à la tête. Et souvent, ce que moi, on m'avait appris et qui malheureusement marche très bien avec moi, c'est que le corps ne ment pas. C'est-à-dire que moi, je suis assez bon pour trouver des choses dans ma tête et puis retourner les choses comme ça m'arrange, tu vois. Mais à chaque fois qu'on a dû me traiter pour quelque chose, ou en tout cas me coacher sur quelque chose, quand on me faisait pas parler et qu'on me faisait juste bouger ou représenter des choses, ça marchait mieux. Du coup, si effectivement tu développes avec l'ostéopathie cette capacité à détecter des informations par le toucher, moi je trouve ça extraordinaire, parce que ça veut dire que tu as une sorte de vérité franche qui t'est exposée. Oui, complètement. Après, peut-être que ça t'arrive aussi dans ton métier, à force de rencontrer des gens, à force de poser différentes questions, de te dire, ah tiens, là, dans son attitude ou dans ses mouvements, je vais peut-être changer un petit peu les questions, parce que là, j'ai l'impression que son attitude m'attire vers quelque chose d'autre. Je pense que quand tu arrives à créer une forme de lien de confiance avec quelqu'un, la personne aussi se livre d'une manière différente. Et je trouve qu'on parle beaucoup aussi d'intuition là-dedans, parce qu'on a tendance à beaucoup oublier, j'ai l'impression, avec les réseaux sociaux, ChatGPT, etc., où en fait, t'as l'impression, quand tu poses une question, que tout de suite, tu vas avoir une réponse qui est directement Juste la bonne. ouais, voilà, exactement. Et en fait, là, quand on est en train de parler d'un être humain à un autre être humain, que ce soit à l'oral ou même physiquement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent totalement de l'inconscient et de l'intuition. Et ouais, je trouve que c'est une approche différente du vivant. Mais justement, cette notion du vivant est importante, parce que derrière le vivant, il y a de l'intangible, il y a des choses qu'on n'explique pas. Mm-hmm. Et derrière ça, moi je critique avec bienveillance les gens qui s'appuient que sur la science pour la science. Ouais. Et je trouve que c'est justement un sujet qui est important, parce qu'il y a plein de choses que la science n'a pas expliquées, et pourtant qui ont l'air de fonctionner. Ouais.
Et j'ai l'impression aussi que le monde de l'ostéopathie navigue un petit peu dans ces eaux troubles. Ah mais complètement. Moi, c'est des trucs où là, il y a plein d'ostéopathes qui essayent vraiment de tout maîtriser, de tout mesurer en disant bah voilà, là sur les fameuses manipulations myotensives ou de craque articulaire, on voit bien que après la manipulation, la personne a gagné 3 degrés d'amplitude, etc. Et on essaye complètement de refouler les anciennes techniques qui peuvent être beaucoup plus douces. Moi, c'est vrai que parfois, quand je parle à des à des médecins, je me dis toujours bon, qu'est-ce qu'ils vont penser de mes techniques? Et parce que il y a des moments où j'ai une intention très forte dans les mains, je suis hyper concentrée sur ce que je fais, mais les mouvements vont être vraiment minimes, voire imperceptibles pour le patient. Et bah en fait, quand le patient, de toute façon, le lendemain ou une semaine après, me dit bah en fait, j'ai plus de douleur, alors que c'était des douleurs chroniques que j'avais depuis plusieurs mois, plusieurs années. Bah, je me dis bon bah ok, peut-être que j'arrive pas à le prouver scientifiquement ce truc-là. En attendant, ça fonctionne. Donc moi, je continue dans cette voie-là. Et puis en plus de ça, je fais pas de mal à mes patients, donc c'est tout bonus. Mais j'ai l'impression que effectivement aujourd'hui, tout a besoin d'être prouvé, alors que en fait, je pense qu'il y a tout un monde qui existe autour de nous, qui est immatériel, impalpable. Et bon bah si les scientifiques aujourd'hui arrivent à tout calculer, c'est super. Mais bon, moi après, c'est aussi mon esprit d'aventurière. J'ai tendance à me dire qu'il y a quand même des choses qui aujourd'hui sont inexplicables, et tant mieux, parce que sinon bah la vie elle serait un petit peu fade quoi si on connaissait déjà tout d'avance. Donc voilà. Mais bon, si un jour on arrive à comprendre les techniques justement de relâchement tissulaire, de je touche cette partie-là de la cage thoracique, ça relâche directement, j'en sais rien, des tensions au niveau du bassin ou des cervicales. Bon bah c'est tant mieux, mais aujourd'hui je pense que les études sont vraiment il y a trop de biais pour réussir à prouver des techniques qui au final, selon moi, sont quand même assez subtiles. J'adore ce que tu viens de dire parce que ça me permet de faire une transition sur les types de changements, parce que tu en décris deux. Je trouve qu'ils sont très marqués. C'est le changement, le craquage, qui est un changement plutôt brutal, où j'impose une sorte de nouvel état à quelque chose qui était initial, et l'autre style qui est plutôt doux. D'ailleurs, tu as utilisé un terme, je sais pas, j'ai pas trop compris ce que c'était. C'est quoi le terme fonctionnel peut-être? C'est fonctionnel, je sais pas. En fait, tu avais dit craquage et puis tu en avais dit un autre oui. avant, mais du coup, Oui. je le connais pas, donc je peux pas te dire. Oui, les techniques fonctionnelles, bah, c'est beaucoup ce que je fais au cabinet, c'est-à-dire que tu vas poser tes mains sur les tissus, tu vas par exemple, des personnes qui se sont bloquées lors d'un traumatisme émotionnel hyper important. Je sais pas, tu as eu 2 mois où c'était vraiment horrible en société, tu as été hyper stressé, tu as complètement contracté, je sais pas, tes épaules, ton diaphragme. Les techniques fonctionnelles, en fait, elles vont en quelque sorte suivre les tissus, donc tu vas les mettre encore plus dans la contrainte pour, à ce moment-là, qu'elles puissent par la suite trouver un relâchement. C'est comme si je sais pas s'il y a un terme comme ça scientifique, mais c'est comme si tu permettais aux tissus tu leur montrais le chemin, bah, en les remettant dans une situation où elles ont pu se bloquer. J'arrive pas trop à l'exprimer. Après, encore une fois, sur le crack articulaire, je suis pas du tout anti-crack articulaire. C'est des manipulations qui peuvent être très bien faites, mais j'appliquerais plutôt ce terme, c'est plutôt une approche mécaniste du corps. Par exemple, je sais pas, tu te bloques un étage vertébral parce que chez une personne qui va avoir, par exemple, de très fortes douleurs abdominales, des règles très douloureuses ou de l'endométriose, elle va avoir ses lombaires qui lui font super mal. Bon, faire craquer les lombaires, peut-être que ça la soulagera un temps, parce que ça va redonner de la mobilité à la zone et une fluidité de mouvement. Mais si tu ne relâches pas tout ce qu'il y a en avant d'un point de vue viscéral, bon bah en fait ça n'aura pas vraiment d'effet. Mais pour moi, encore une fois, ça peut être une très belle approche, mais n'utiliser que ça, je pense que peu de praticiens peuvent s'en sortir qu'avec ça. Après, je n'ai que 30 ans, 31 ans, et je pense que la vie a encore plein de choses à m'apprendre, et peut-être que plus tard, je n'utiliserai que ça. Je sais pas, je reste quand même très ouverte, mais en tout cas, dans mon chemin de jeune ostéopathe, j'ai l'impression que je suis bien là où je suis, donc je continue là-dedans. Bah justement, je trouve ça intéressant parce que dans mon domaine, il y a aussi deux approches comme ça qui s'opposent et qui n'ont pas forcément à s'opposer, parce que c'est pas forcément blanc ou noir. Il n'y a pas que l'un que l'autre. Le fait de faire que l'un ou que l'autre souvent amène le problème qui est corrigé par l'autre, encore une fois. Mais c'est vrai que le changement brutal, ça peut être bien d'apparence parce qu'on a l'impression qu'il y a un effet immédiat.
Sauf que souvent, il est tellement brutal, qu'il y a tellement de variables qui ont bougé en même temps, qu'après, c'est dur de savoir si c'est pérenne ou pas. C'est ce que j'entends de la partie mécanique, et c'est souvent ce qui est le plus rassurant. En tout cas, dans l'entreprise, c'est souvent ce qui est fait. Des fois, on se dit, on veut changer, et donc on va restructurer l'organigramme. Et puis, parce qu'on a changé l'organigramme, il y a eu un changement brutal, mais ça se trouve, les problèmes sont toujours les mêmes. C'est juste qu'on les a renommés autrement. Et il y a une autre approche qui est intéressante parce que je fais des connexions avec ce que tu disais tout à l'heure, qui est une approche beaucoup plus douce, où plutôt que de te focaliser sur c'est quoi l'état idéal dans lequel tu voudrais aller, tu te focalises d'abord sur l'état dans lequel tu es maintenant. Parce que quand tu fais ça, le gros intérêt, c'est que tu peux t'appuyer sur, dans ton cas, le corps tel qu'il est avec son histoire, et lui permettre de créer le chemin qui lui correspond pour aller dans l'état qui semble être le meilleur pour lui, au lieu de l'avoir prédéfini, et puis finalement se tromper parce que c'est pas au bon endroit. Et le truc que je trouve intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans cette démarche-là, qui pour moi est celle que je préfère, parce que je préfère être cohérent, quitte à ce que ça aille moins vite, mais que ce soit plus pérenne dans le temps et que ce soit adaptatif, c'est qu'au pire des cas, il se passe quoi ? En fait, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que je ne fais pas plus de mal que de bien en faisant ça. Alors que pour moi, le craquage ou le changement brutal, en fait, t'as de grands risques de taper à côté et de casser ce qui est, quoi. Ouais. Je crois que c'était avec toi qu'on en parlait l'autre jour, mais c'est un petit peu comme avoir quelqu'un qui te dit bon alors j'ai plein d'antécédents psychologiques un petit peu traumatiques, mais j'ai lu le bouquin de développement personnel où en fait j'ai tout compris à la vie et je vais appliquer ça. Et en fait ça dépend aussi complètement de la personnalité du patient ou du client que tu as en face de toi. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire j'ai pas le temps de faire 10 années de psychanalyse, moi j'ai besoin de changement tout de suite maintenant parce que là actuellement je me sens hyper mal. Et il y en a d'autres qui vont se dire ça fait depuis 20 ans que je traîne mes démons, je peux bien les traîner encore 5 années de plus, donc je vais aller analyser tout ça et tout le sac de nœuds que j'ai dans le dos. Et je trouve que c'est aussi intéressant. Par exemple, moi, mes patients, il y en a certains, je leur dis, voilà, moi, je vais essayer de relâcher certaines parties de votre corps, je vais essayer de savoir d'où est-ce que ça vient. Est-ce que juste vous vous êtes pris une porte dans l'épaule et dans ce cas-là, c'est un traumatisme physique direct, ou est-ce que cette douleur dans l'épaule vient de quelque chose d'autre? Bref, et je pose toutes mes questions et je fais tous mes tests. Mais derrière ça, je trouve que je perds un petit peu le fil dans mes idées. On reprend tranquillement, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais je trouve que c'est important aussi pour moi de dire, moi, j'ai ma part de boulot en tant qu'ostéo. Je vous ai peut-être énoncé que j'ai l'impression que ça vient de cette période de stress. Et si ça vient de cette période de stress et de ce patron qui a été horrible envers vous pendant 2 mois, par exemple, peut-être que l'ostéo va pouvoir vous aider au niveau de l'épaule, mais peut-être que derrière ça, faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette situation, vous l'avez aussi mal gérée. Est-ce que vous avez, j'en sais rien, une peur du conflit, etc. Mais là, ça sort complètement de mon domaine de compétences. Donc, je sors mon carnet d'adresses et je vais réorienter vers, j'en sais rien, soit un coach, soit un psychologue qui est adapté à la personnalité de la personne que j'ai en face de moi. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que au final, j'ai cette impression que tu peux jamais considérer une personne que dans sa dimension physique ou dans sa dimension psychique, psychologique. Tu es obligé d'aborder le patient d'une manière vraiment globale. D'où le fait qu'en ostéopathie, on dise que c'est une médecine holistique. Voilà, je sais pas si je me suis trop perdue dans la Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. On navigue, justement. Le changement, c'est ça aussi. Oui. C'est une capacité à rebondir par rapport aux idées qui émergent. Donc en fait, moi, je parlais de la partie douce, tu sais. Le fait que quand on fait des choses de manière douce, potentiellement, ça va moins vite et on voit moins les effets. Mais il y a quelque chose d'adaptatif par rapport à la personne. Et du coup, parce que c'est adaptatif, c'est plus cohérent avec ce qu'elle est en train de vivre. Ça lui permet aussi de vivre ce qu'elle a à vivre. Donc, comme tu disais, toi, émotionnellement parlant, des fois, les gens ont eu des traumatismes. Et le fait de leur faire juste un pas après l'autre, ça leur permet aussi de conscientiser, de par leur histoire, le chemin qu'ils ou elles sont en train de faire. Et voilà, moi, ce que je dis souvent, c'est au pire des cas, il se passe rien, mais on a quand même fait un pas, si ce n'est physiquement, dans la tête d'apprentissage de ce qui marche moins bien. Et ce que tu évoquais tout à l'heure sur le rythme des gens, il y a des personnes, effectivement, il y a des moments où tu as besoin d'un changement brutal, simplement pour te donner une claque, pour réussir à pivoter quelque part, et c'est nécessaire. Ouais. Je pense juste que de ne faire que se donner des claques, ça fait mal. Ouais. Non, mais c'est clair. Et puis, par rapport à la pratique ostéo, tu vois, je trouve qu'une personne, ça dépend complètement justement du caractère des patients.
Il y a des personnes qui vont se dire, moi, j'ai besoin que ça craque dans tous les sens et puis je me sentirai hyper bien après. Et je trouve que si tu considères que cette méthode-là va faire du bien au patient et que ensuite il revient te voir et que tu as en quelque sorte gagné sa confiance en te disant je sais que ce que je vais faire ne va pas être délétère et du coup je vais pouvoir ensuite lui suggérer une approche différente, c'est aussi génial. Après, moi, c'est vrai que quand il y a des patients qui arrivent dans mon cab, je vais leur dire, moi, par contre, je vous dis tout de suite, je fais quasiment pas craquer, voire pas du tout. Et je leur dis, mais si vous voulez, je connais un ostéo juste à côté qui est super bon dans ce qu'il fait, et puis je peux vous donner son adresse. Mais c'est vrai que ça a aussi été un changement personnel. En tant qu'ostéo, je pense qu'il faut que tu sois hyper confiant dans ta pratique, parce que moi, je sais que si je vais manipuler des personnes de manière trop brutale, à la fin, je vais me dire, j'ai fait ça pour faire plaisir au patient parce que il m'a dit que ça allait lui faire du bien, mais au final, moi je me sens trop mal dans ce que j'ai fait parce que ça correspond pas avec ma personnalité. C'est aussi beaucoup d'écoute, pas seulement de l'autre, mais aussi de soi. Il y a un juste équilibre entre répondre à une demande d'un client et répondre de nos propres capacités. Oui, c'est-à-dire complètement. que on préfère être très bon sur un truc. Et comme ça, quand les gens viennent nous voir, tu sais que 1, tu maîtrises la technique et 2, que tu es capable de la contextualiser par rapport aux gens, plutôt que des fois de faire un truc parce que les gens viennent te voir, mais déjà, 1, tu sais même pas si c'est la bonne chose, parce qu'ils viennent te dire c'est quoi la solution pour eux. Ouais, alors que ça se trouve, ils n'en savent rien. Et toi, tu te prends la tête à essayer de faire quelque chose qui n'est pas ce que tu aimes bien faire. Oui. Et puis, on est encore vachement dans le regard de l'autre, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, si le patient n'est pas satisfait, ça veut dire que c'est la catastrophe, c'est la fin du monde et ça fait de moi un mauvais praticien. Et aujourd'hui, j'aborde les choses de manière assez différente, mais comme tu le disais si justement tout à l'heure, dans une pratique où tu sais que tu ne peux pas avoir d'effet délétère, en ayant bien sûr posé toutes les questions au patient avant sur son état de santé, je pense que tu ne peux que enrichir aussi le patient. S'il y a un patient qui te dit franchement, j'ai pas senti trop d'effet durant votre séance, mais le lendemain, je me sentais vachement soulagée. Et peut-être que tu casses des idées qui s'étaient faites sur l'ostéopathie, comme quoi il allait rentrer, ça allait durer une demi-heure et il allait être justement manipulé de manière simplement très mécanique. Là, c'est marrant parce que quand j'en parle, on a l'impression que je suis hyper énervée contre tout le mouvement de craque articulaire, ce qui, encore une fois, n'est pas vrai. Mais c'est comme en politique, c'est-à-dire que tu vas avoir des idées qui sont très différentes et au final, tout se complète. Et le fait qu'il y ait justement plusieurs champs de vision, c'est ce qui crée aussi un tout et c'est ce qui crée une cohésion. Moi, en tout cas, je ne fais pas partie du champ, justement, des personnes qui contraignent les tissus. Mais je trouve que... Mais je les accepte tels qu'ils sont. Ouais. Non, mais c'est un peu bête. Mais par exemple, je vais avoir dans mes proches des amis ostéo, des super bons potes, des personnes qui ne manipulent que en craque articulaire. Et c'est des personnes qui, moi, m'ont appris énormément de choses, que ce soit sur ma manière de pratiquer, sur comment est-ce que je conçois le corps, mais même pas en tant qu'ostéo, en tant qu'être humain, cette notion de consentement, cette notion d'accord justement tissulaire. Et je trouve ça hyper intéressant et j'espère que moi aussi j'ai pu leur apporter un point de vue qui a pu les faire évoluer aussi. On leur demandera alors s'ils entendent cet épisode. Mais je suis persuadée que c'est des personnes qui respectent beaucoup ma pratique aussi, même s'ils pratiquent pas de la même manière que moi. Et la guerre entre les ostéos, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Je pense que on galère tous déjà à se dire comment est-ce que je peux faire de mon mieux. Et avec toute l'expérience que j'ai l'impression que, en tout cas, ma pratique me guide dans ce sens-là. Je vais pas aller critiquer, je sais pas, un artiste sur sa manière de peindre ou autre. Je pense que on est tous sur son chemin de vie à un moment, à un instant T. Et justement, est-ce que tu penses que c'est une question d'appétence où tu vas dans plus d'un côté que d'un autre, ou est-ce que c'est un peu le standard qui est imposé plus d'un côté ou d'un autre? Je pense que c'est une question de ressenti. Moi, j'ai fait mes 2 premières années d'études dans une école où, en fait, les profs te disaient de toute façon, c'est cette manière-là de faire. Les autres écoles, c'est tous des nazes. Moi, c'est pas un truc que j'aime, le fait d'être très catégorique. Alors, ok, pour des personnes, on va dire, pour des âmes perdues, on se dit, mais la personne a l'air d'avoir vachement confiance en elle, donc ça veut dire qu'elle a la vérité absolue sur le monde. Moi, je me dis, j'aime bien me dire que je vais explorer plusieurs pratiques, plusieurs manières de faire, et ensuite, je verrai vers quoi qu'est-ce qui me fait le plus vibrer. Et après, il y a aussi effectivement le ressenti des patients qui est hyper important. Et
moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que les patients reviennent au cabinet parce que je pratique de cette manière-là. Mais bon, après, encore une fois, hein, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, je vais pratiquer d'une manière complètement différente. Il y a plein de choses qui jouent aussi en ostéopathie. Je pense qu'il y a aussi un effet placebo. Il y a le fait d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous réconforte, qui nous rassure. Quelqu'un qui ne va pas juste manipuler, mais aussi poser plein de questions sur l'état de santé, sur les antécédents, qui va pas juste manipuler, sans s'assurer qu'il n'est pas dangereux. Mais c'est encore hyper flou. Je pense qu'il y a plein de questions qui seront encore à poser à de nombreux ostéopathes. Ouais, il y a un thème que tu abordes que je trouve intéressant à creuser avec toi. C'est la dimension émotionnelle. C'est-à-dire que toi, tu traites le corps. Tu disais tout à l'heure que effectivement, c'est dur de séparer finalement le corps de l'esprit, de tout ce qui va avec. D'où le fait que ce soit intitulé médecine holistique. D'ailleurs, ce qui m'intrigue, c'est que c'est intitulé médecine. Ça fait pas tiquer des gens. Non, mais parfois, moi, j'ai des patients qui me mettent sur l'échec Dr Tran et je me dis non. Alors moi, j'ai pas fait 10 ans d'études, mais c'est une médecine parallèle, quoi. Ouais, c'est une médecine parallèle. Oui. Et cette dimension émotionnelle, toi, tu l'as vue, c'est-à-dire que toi, tu travailles sur le corps. Est-ce que tu as pu voir des impacts au sens émotionnel des gens que toi, tu traites? Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet? Oui, complètement. Alors, l'ostéopathie, en tout cas, mes manipulations vont pas complètement changer l'état physique de mes patients. En revanche, des patients qui vont se dire mais je me suis sentie tellement libérée au niveau respiratoire après la séance, et le fait d'avoir beaucoup parlé de pourquoi est-ce que, par exemple, la personne dans ce cas spécifique se sentait renfermé sur sa respiration parce qu'il avait vécu, un stress, un décès ou autre. Ça permet aussi de faire prendre conscience de leur propre corps aux patients qui, par la suite, vont mettre en place plein de choses. Il y a eu une année, j'ai eu un patient qui était vraiment en surpoids. C'était après le Covid. Bon, la personne, forcément, dans cette période qui était extrêmement dure, s'est complètement laissée aller, a fait tout ce qui pouvait être le plus réconfortant possible pour lui. Donc, n'est pas sorti, a regardé Netflix toute la journée, mangé de la comfort food. Et c'est vrai que, en fait, là, j'aurais pu lui dire, faut se mettre au régime strict. Et puis, ça va pas du tout. Là, votre IMC, c'est complètement catastrophique. Et je pense que, encore une fois, sur le ressenti, le fait que le patient ait pu, se sentir peut-être un petit peu mieux physiquement, ce qui a pu lui permettre de courir un petit peu plus longtemps ou de marcher un petit peu plus longtemps ou simplement de prendre confiance en lui. Parce que parfois, ça passe aussi par des phrases qui peuvent sortir les patients de schémas, d'archétypes ou bien de jugements vis-à-vis de leur propre personne. Je pense que l'ostéopathie, que ce soit au niveau manipulation ou au niveau du thérapeute sur lequel on tombe, peut complètement changer émotionnellement aussi des patients et leur permettre d'aller mieux émotionnellement. Mais c'est nous on fait notre taf pendant la séance. Après, le plus gros du travail, c'est le patient, ce qu'il va faire derrière la séance. Ouais, je vois. Ouais. J'étais curieux sur ce que tu disais autour des personnes qui n'ont pas conscience de leur corps. Ça veut dire que toi, ce que tu fais quand les gens viennent là, vu que tu les touches, ça les force à avoir conscience de leur corps. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent quand on veut se rattacher au moment présent. C'est souvent de se rattacher à son corps. Comment est-ce qu'on sent les sensations au niveau des pieds, des genoux. Il y a souvent ce petit scan corporel qu'on fait quand on veut se raccrocher au présent. Est-ce que tu as l'impression justement qu'aujourd'hui, de manière générale, de ta vision, les gens n'ont pas forcément conscience de leur corps et donc du coup, il y a plein de choses qui se passent au sens émotionnel et qui font réimpacter le corps par la suite jusqu'au moment où ils viennent te voir, quoi. C'est une question assez vaste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont effectivement coupées de leurs sensations corporelles. C'est un sujet qui revient très souvent avec des patients. Par exemple, le fait qu'on soit beaucoup dans la représentation sur les réseaux sociaux. En fait, je trouve que quand tu es en face à face avec quelqu'un, il y a beaucoup plus de choses qui se passent que quand tu te dis je me suis dit que la personne avait l'air d'avoir un caractère exceptionnel parce que j'ai vu une photo d'elle ou une vidéo d'elle. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que d'un point de vue conscience corporelle, les gens sont beaucoup plus tournés sur les autres que sur eux-mêmes. Après, j'ai l'impression aussi, de ma petite expérience d'ostéo, que par exemple, après le Covid, tu as eu quand même pas mal de personnes qui, naturellement, se sont dit « mais là, ça va plus du tout. En fait, mon métier, ça a été métro, boulot, dodo. Et du coup, j'ai besoin de me reconnecter à mes sensations, de savoir ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer. » Je pense que ça a aussi été une période où tu as plein de personnes qui ont décidé de faire des reconversions professionnelles. Déjà, il y a eu des relocalisations.
Ouais, énormément voilà. de relocalisation. Moi, j'ai plus aucun pote ostéo sur Paris, ou très peu. Ils sont tous partis. Et je pense que c'est quand même... les ostéos, forcément, vont beaucoup travailler sur eux, que ce soit leur mental ou le physique. Et au bout d'un moment, t'es obligé de t'écouter et de savoir ce qui te permet d'aller de l'avant ou pas. Mais ça dépend. J'ai l'impression que les jeunes générations s'écoutent quand même un petit peu plus, peut-être. Enfin, je sais pas. Après, elles sont quand même plus soumises au regard de l'autre, aux réseaux sociaux, à tout ce qui est publié. J'en sais rien sur Facebook, sur Instagram. Mais bon, après, je vais toujours avoir des patients qui me disent ouais, j'ai un lumbago énorme, mais par contre, juste après, c'est arrivé la semaine dernière, un monsieur qui m'a dit mais par contre, juste après, moi, j'ai un tournoi de golf, donc pas le temps, quoi. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a des moments où je me dis en fait, soit je vais faire ce que je peux faire, mais bon, après, encore une fois, tu fais un truc pendant la séance, le patient, il est libre de ses actes juste après la séance. Moi, je lui donne les conseils. Bon, après, il fait ce qu'il veut, mais je me dis, il y a des patients qui sont pas du tout à l'écoute de leur corps, quoi. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est difficile, hein. C'est-à-dire que dans la société actuelle, ce qui est vraiment très valorisé, c'est plutôt l'intellect. Donc ce qui se passe dans la tête. Le monde des émotions, de manière générale, est quelque chose qui est pas trop valorisé, même si ça se travaille au fur et à mesure dans le monde des entreprises, de se dire, maintenant, exprimer ce que tu ressens est tout à fait OK. Et en fait, ça nous donne des informations supplémentaires pour pouvoir prendre des décisions ensemble, plutôt que de se dire, oui, cachez vos émotions parce qu'on veut tous être des robots. C'est marrant parce qu'il y a un paradoxe d'ailleurs en fait, vous êtes tous différents et on veut valoriser la diversité. Par contre, on aimerait bien quand même que vous soyez des robots parce que ça nous arrange Ouais, quand on carrément. veut avancer ensemble. Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu un tout, mais plus une personne a de responsabilités ou a un salaire hyper élevé, et plus on va se dire, ah ouais, la personne est hyper balèze. Et à côté de ça, je trouve que ça exclut quand même énormément de professions autour de ces personnes qui, au final, sont quand même relativement faibles sur l'ensemble de la population française. Et en revanche, tous les efforts que des personnes, directeurs d'entreprise, PDG, etc., vont faire à côté pour se dire comment est-ce que je peux faire pour garder un physique, ou en tout cas que la machine continue à tourner, ça on n'en parle pas du tout. De ce qu'elles font au niveau sportif, au niveau soins, ostéopathie, kiné, massage, enfin ça on n'en parle pas du tout. Pourtant c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Et ouais, je pense que pour aller plus loin, il faut ménager sa monture, on va dire. Mais c'est vrai que je pense qu'on en parle de plus en plus. Tu vois, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils disent, voilà, j'ai non seulement une capacité à avoir des résultats dans l'exécution, par exemple, mais pour que je puisse faire tout ça, je me réserve non seulement du sommeil, ça c'est un vrai thème, je trouve, du moment, et j'ai une sorte de routine physique pour justement me permettre de pouvoir continuer comme ça. Donc je pense que de plus en plus on en parle. Par contre, ce qui me faisait réfléchir pendant que tu évoquais le sujet des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, le corps, à la fois ce côté fédérateur, alors c'est pas vraiment fédérateur que j'avais en tête, mais plutôt un effet qui rassemble, au sens où en fait notre corps c'est ce qui nous ramène à notre condition d'humain. C'est-à-dire que tu sois multimilliardaire, je ne sais où, il y a un moment donné quand t'es malade quoi. Tu seras sur le même lit que une autre personne qui est pas dans des sphères comme ça quoi. Et je trouve que justement le fait de quitter son corps nous empêche de nous rappeler que on est humain et qu'on peut interagir d'une certaine manière et que le monde évolue très vite et que comment justement on va naviguer dans ce truc-là si on n'est pas connecté au présent et à qui on est. Non, mais c'est intéressant. J'ai plusieurs patients dans ce cas-là et je leur dis très souvent, vous devriez regarder cette vidéo. C'était une interview sur TEDx. Ouais. Justement, d'une businesswoman incroyable qui toute sa vie s'est dit en fait c'est le business, mon entreprise, c'est hyper important. Et en fait, elle avait eu une scoliose qui d'année en année s'était vachement aggravée. Elle avait complètement laissé son corps de côté, ce qui fait que un beau jour, en fait, je crois que elle pouvait plus marcher. Il y avait trop de dégâts, on va dire, au niveau neuromusculaire. Et du coup, elle a dû se faire opérer et c'était hyper intéressant parce qu'elle disait, c'est là, quand j'ai pris conscience de mon corps, que je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce que j'avais une possibilité de faire plein de choses à côté de mon boulot. Et en fait, cette expérience m'a donné un nouveau souffle de vie. Et parfois, c'est dingue parce qu'il y a des patients, je leur dis, mais là, ok, vous avez un boulot d'enfer, des responsabilités de dingue,
Mais si vous voulez que ça continue et justement continuer à rester en super forme, je suis pas du tout en train de culpabiliser mes patients, hein, bien sûr. Je dis pas que l'ostéopathie c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans la vie de quelqu'un, mais c'est bien de prendre conscience de son corps pour se dire j'ai pas juste été matérialisé dans cette vie pour être aussi chef d'entreprise. Il y a plein d'autres dimensions qui sont quand même hyper importantes. C'est une manière d'entretenir. Enfin, Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Mm-hmm. ostéopathie ou autre pratique qui a une expertise au niveau du corps, c'est toujours bien d'aller voir aussi des gens qui s'y connaissent un peu mieux que nous, Ouais, au bien sens sûr. général, pour voir comment ça tourne. Oui, et puis après, là, on parle quand même d'une dimension physique, mais que ce soit justement coach en développement personnel ou psychologue, psychanalyste, c'est aussi des personnes qui vont permettre justement de nous sentir alignés et de faire en sorte que la vitesse de croisière soit encore plus importante. Donc, moi, je pense qu'on peut pas vraiment dissocier le corps j'ai envie de dire de l'âme, mais c'est vrai que on peut pas seulement dire que on intellectualise les informations qui nous sont données. Il y a aussi toute cette partie corporelle qui est hyper importante, ouais. On me disait souvent que lorsque on commence à avoir des signaux corporels, c'est que c'est déjà trop tard, au sens où, pas que c'est irrattrapable, mais ça veut dire que c'était la dernière manière pour dire là il y a vraiment un problème, et donc, du coup là je sonne l'alarme, quoi. Ouais. Et ça te parle, toi, ou pas, ça? Quand il y a les signaux comme ça qui arrivent au niveau du corps, comment est-ce que tu l'interprètes? Ouais, moi je vais travailler, je dirais pas que comme ça, mais des patients qui vont me dire ouais, suite à mon burn-out, j'ai des fourmillements depuis 4 ans dans la main, dans le bras. C'est vrai que je me dis, mais est-ce que vous aviez quand même des signes précurseurs? Comment est-ce que ça s'était passé au niveau digestif, au niveau de votre respiration, etc. Et en fait, la plupart du temps, les patients me disent, bon, c'est vrai que à ce moment-là, je suis tombée hyper malade, ou bien j'ai pu avoir des torticolis à répétition, des lumbagos à répétition. Et quand la pathologie, en tout cas, arrive, c'est qu'il y a plein de choses, des signes avant-coureurs qui n'ont pas du tout été écoutés par le patient. Mais comme tu dis, en général, c'est jamais irréversible, sauf si vraiment le patient, il lui est arrivé quelque chose d'hyper grave et au final, il a une pathologie incurable. Mais ouais, je trouve que encore une fois, quand tu as des petites douleurs, c'est toujours intéressant de se dire est-ce que je me suis pris le pied dans le tapis ou est-ce que effectivement j'ai eu un contexte autour de moi qui a fait que mon corps s'est contracté de cette manière-là. Et du coup, nous, en tant qu'ostéo, c'est aussi, je trouve, une dimension très importante que de pas seulement débloquer, mais aussi poser toutes les questions sur pourquoi est-ce que les douleurs sont apparues. Enfin voilà, on en revient à ce que je te disais au début de la séance. Justement, parce que je pense que là, dans la description que tu en fais, il y a une notion qui explique le passé. C'est-à-dire que la personne arrive, elle a des symptômes, quels qu'ils soient sur le corps, tu vas lui poser des questions, ça va te permettre d'expliquer, ok, il y a toute une histoire qui nous fait comprendre ce qui fait que vous avez ce que vous avez. Et un symptôme n'est pas juste un symptôme, c'est un symptôme qui est basé avec votre histoire. C'est-à-dire que si une personne a mal à l'épaule, ça peut très bien être un coup qui s'est prise ou quelque chose qui date depuis plein d'années, basé sur autre chose. La question que j'aurais pour toi, c'est, ok, on voit que ça peut expliquer le passé. Maintenant, le corps nous invite à regarder des choses qu'on n'arrive pas à regarder, et donc c'est un signal d'alarme qu'il envoie lorsqu'il nous envoie des symptômes au niveau du corps. Est-ce que tu aurais des petites astuces pour vous dire, ok, si, alors je sais pas si ça marche ou pas, mais voilà, si on a des douleurs à tels endroits, quel est le sens qu'on peut donner à la chose? Et auquel cas, est-ce que ça peut nous aider à avoir ce petit déclencheur de changement dans notre vie par la suite? Est-ce que tu en aurais quelques-uns comme ça? Sauf cause purement mécanique, déjà très souvent ce que je dis aux patients, ce n'est pas, tous les patients vont pas le faire parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop actifs, mais c'est essayer simplement de se mettre un petit peu dans un état d'enracinement. Ce que tu énonçais tout à l'heure, le body scan, Ouais. Le fait de se dire je vais essayer de voir à quel niveau de mon corps je peux avoir des sensibilités ou des douleurs. Ça, c'est une première chose. Après, si tu es sûr de l'endroit de ta douleur, déjà se poser la question comment est-ce que c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Il y a des personnes qui vont rester vraiment dans une dimension purement anatomique de j'ai mal ici, c'est antidouleur et anti-inflammatoire, et puis ne pas se poser la question de est-ce que j'ai beaucoup trop fait la fête sur ces dernières semaines? Est-ce que j'y suis allé beaucoup trop fort dans le sport? Est-ce que je manque de sommeil? C'est très action-réaction, quoi. Tu veux Ouais, dire. voilà. Ouais.
Mais sur ces douleurs-là, bon, sauf si c'est des douleurs qui vraiment nous font penser à quelque chose de grave, je trouve que les patients devraient vraiment déjà se dire, est-ce que déjà c'est un trop plein de sport? Est-ce que je n'en fais pas assez? Ma qualité de vie, mon hygiène de vie, est-ce qu'il y a des choses que je peux justement améliorer de ce point de vue-là? Ou bien, effectivement, si tout ça, c'est déjà nickel, est-ce que peut-être je devrais en parler à un professionnel de santé ou justement un professionnel paramédical pour voir s'il y a quelque chose de psychologique qui bloque ou bien de physique. Et dans ce cas-là, c'est souvent dans ces situations-là que je vais recevoir des patients. Bah justement, si on pousse l'exercice un peu plus loin, imagine que je fais ce body scan, d'accord? Je fais le body scan, donc j'ai les pieds bien au sol, et puis j'essaie de voir à quel endroit j'ai des sensations. Et je me rends compte, par exemple, que voilà, les tensions que je ressens, elles sont un peu au niveau de la nuque et des épaules. Qu'est-ce que je peux me dire, potentiellement? Est-ce qu'il y a des choses particulières que je peux me dire, voilà, parce que j'ai des douleurs là, la dimension psychologique qui peut être associée à ça, est-ce qu'il y a des liens ou pas? Ouais, tu peux avoir des liens. Après, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes, aujourd'hui, bon, c'est un peu la maladie du siècle. C'est, tu vas avoir une super mauvaise posture devant ton bureau. Ouais. Donc, toi, en tant que personne, te dire, bah, du coup, je vais changer, je sais pas, je vais changer mon poste de travail, je vais changer ma chaise, je vais relever mon écran. Tu peux te dire ça, ou bien tu peux te dire, bon, bah, je vais essayer d'aller un petit peu plus régulièrement à la muscu et faire plusieurs exercices, ou bien je vais faire du pilates. Mais ça dépend encore beaucoup du caractère et des antécédents de chaque patient. Ouais, il y a vraiment l'histoire qui est en ligne de compte. Je m'étais dit que, voilà, peut-être que j'aurais trouvé la baguette magique, mais non, en fait, Non, mais voilà, c'est ça. tu vois, J'ai pas de solution, bah sinon ce serait trop ce serait trop pour facile. tous les Non, mais tu vois, j'ai patients. essayé, quoi. Je me dis, on n'est pas à l'abri. Par contre, de ce que j'entends qui est vraiment important, c'est que d'avoir quand même conscience de son corps, c'est un signal qui nous permet de nous dire, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, Ouais, le ouais. quoi, comment, etc., ça dépend des gens, ça dépend des spécialistes que tu vas voir. Ouais, et puis avoir une bonne conscience de son corps, je trouve que c'est aussi un super bon moyen de prévention. Des personnes qui vont, par exemple, être sportives de haut niveau, bah, c'est des personnes qui vont se dire, bon, bah là, je sens que ça tire un petit peu sur la cheville. Tout de suite, je vais aller consulter plutôt que de me dire, bon, bah, en fait, je vais continuer à faire de la corde à sauter à longueur de journée. Bon, il n'y a pas de sportifs de haut niveau qui font ça toute la journée, je crois, Ah mais ben, on n'est pas à l'abri de découvrir une nouvelle discipline, hein. mais pour le coup, c'est quand même, je trouve que c'est un bon moyen de prévention. Et petit aparté, moi j'ai cette impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans une certaine conscience corporelle, enfin une conscience corporelle plus importante parce que il y a aussi moins de pudeur. Et si on parle d'antécédents en quelque sorte, je trouve qu'aujourd'hui les hommes vont être un petit peu plus pudiques ou ne veulent pas se faire manipuler ou ne veulent pas justement forcément montrer qu'ils peuvent avoir un petit bobo. C'est des choses qui sont, je pense, très ancrées et je pense que ouais, sur des motifs de consultation, on va dire moins graves, je vais avoir quand même plus de femmes qui vont venir en prévention ou pour du bien-être que des hommes qui eux viennent quand vraiment Bah, c'est ce ça que ne j'allais va dire. pas du tout. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Enfin, quand tu le disais, je me suis dit, mais il y a des gens qui viennent pour la prévention. Ça veut dire Ouais. qu'ils viennent avant qu'il y ait des problèmes, hein. Ce qui n'est pas culturellement l'habitude, hein. C'est-à-dire que c'est plutôt dans les cultures orientales, asiatiques, où le médecin est payé pour justement Oui. te garder en bonne santé. Alors que là, on a plutôt l'habitude de venir quand on est malade. Donc, ça veut Ouais, dire ouais. quand même que tu as des patientes, plutôt, qui viennent en prévention et en bien-être, tu disais? Ouais. Mais du coup, ça veut dire quoi, venir en bien-être? Juste qu'elles aiment bien le principe, c'est un peu comme des massages, quoi. Elles viennent C'est pour. alors je dirais pas de massage parce que c'est pas la même intention qu'on a sur les muscles, mais déjà il y a un côté effectivement psychologique, voire placebo, où quand tu as un contact entre, par exemple, mes mains et le crâne du patient, tu vas déjà avoir un effet sur le patient. C'est un petit peu comme quand tu vas voir le médecin et tu te dis, bah en fait, quand j'ai pris le rendez-vous, j'avais mal, mais là aujourd'hui, comme par hasard, bon bah en fait Ah ouais, ça va d'accord. mieux. Ouais. Moi, j'aime bien aussi associer ça au bien-être parce que tu décides de prendre soin de toi. Tu décides, par exemple, d'aller voir l'ostéo. Tu décides d'aller voir un psychologue, même si, bah, en fait, c'est une consultation de routine et qu'aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de problématique dans ta vie. Et c'est déjà une démarche de bien-être pour soi. Et nous, en fait, c'est vrai que dans nos manipulations, on va pas avoir ce côté où on va masser les gens avec de l'huile, mais il y aura quand même, dans tous les cas, toujours des choses à réaligner ou des tissus à justement relâcher
ou même tu peux toujours travailler sur, je sais pas, le viscéral ou sur détente musculaire, mais c'est pas exactement la même chose que du massage. D'accord, mais ça veut dire quand même que les gens viennent pour cette sensation de bien-être, quelle qu'elle soit. Ouais. Donc, soit pas forcément directement sur le toucher et l'acte de massage, Mmh. mais pour la sensation de relâchement, qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de nous. Ouais, Je exactement. pense que c'est aussi cette dimension-là. Complètement. Après, c'est pas la majorité des patients. En général, les gens viennent quand ils ont mal. Je confirme. Mais voilà. Après, je pense qu'on est tellement, en tout cas sur Paris, c'est une ville qui va tellement vite et les gens sont vraiment obnubilés par le travail et la productivité. C'est normal aussi que les personnes se disent, je vais pas aller voir l'ostéo tous les 3 mois et qui s'oublient un peu, notamment dans les périodes de stress où tu privilégies surtout ton boulot plutôt que ton corps. Mais je pense que c'est une habitude à prendre. C'est comme au final simplement aller courir, te dire une fois par semaine, il faut que je fasse une activité sportive. Parfois tu skippes une séance de sport parce que tu te dis que le boulot est trop important, mais du coup, ça rajoute justement des contraintes musculaires et des personnes qui savent que elles ont beaucoup de contraintes physiques ou psychologiques peuvent venir en prévention en se disant j'ai pas envie justement de me retrouver avec un lumbago ou un torticolis d'ici 2 semaines, 1 mois, quoi. Mais c'est-à-dire qu'elles ont déjà une conscience quand même Ouais. qu'il y a une vraie connexion entre le corps et l'esprit et que si elles n'arrivent pas forcément à travailler l'esprit juste avec la force de leur esprit, que c'est un autre moyen d'aller travailler le corps. Ouais. Donc pour générer un changement, parfois simplement de se mettre en mouvement physiquement, ça peut déjà nous aider à changer des choses. Complètement. Non, mais c'est intéressant. Bon, je parle beaucoup du travail et de la productivité qu'ont certains patients, mais pour revenir sur justement cette fameuse dame qui avait fait justement l'interview TEDx et dont j'avais parlé un tout petit peu plus tôt dans ton podcast, en fait, ça arrive très souvent que des patients, très souvent, de temps en temps, que des patients viennent me voir en me disant alors moi je crois pas du tout à l'ostéopathie, c'est juste que là j'ai tout essayé, je suis allée voir les meilleurs médecins, des neurologues, etc., mais cette douleur ne passe pas. Et c'est des personnes qui n'ont pas du tout envisagé que ça pouvait venir de quelque chose de psychologique, d'un trop-plein et du fait qu'ils ne s'occupent jamais de leur corps. Et c'est des personnes qui sont hyper intelligentes, incroyables sur plein de points, mais qui ne conscientisent absolument pas leurs sensations corporelles. Et c'est dingue, quoi. C'est comme si leur cerveau était fait pour être hyper productif, mais que du coup... Il faut relâcher tout le reste. Ouais, voilà, mais c'est marrant, on peut pas être parfait partout, mais en général, il y a des personnes qui vont se dire ok, je teste un petit peu plein de choses sur ma palette de vie, et il y a des personnes qui vont être les meilleures dans un seul domaine, qui vont éclater tout le monde, mais qui, par contre, vont avoir des séquelles corporelles. Et c'est aussi intéressant de leur donner, on va dire, un nouveau souffle de vie. Comme disait justement cette fameuse personne, il faudrait que je retrouve son prénom. Ça me gêne de pas la citer parce que c'était hyper intéressant ce qu'elle disait. Mais justement, ce second souffle de vie en se disant, ouais, peut-être que je pourrais jouir de la vie d'une autre manière que en étant implacable intellectuellement. C'est aussi hyper jouissif pour elle de prendre conscience qu'il y a autre chose que l'intellect, qui est quand même très important. C'est ça, hein, c'est surtout que dans un monde qui va de plus en plus vite, où on est tous interconnectés, où il y a beaucoup plus d'incertitudes, où il y a beaucoup plus d'instabilité, si on est obligé d'utiliser que la tête, qui en fait est faite pour prévoir les choses, anticiper, au bout d'un moment, la tête, elle n'y arrive plus. Autant qu'on vive le corps aussi dans l'instant présent et qu'on ait cette capacité à pouvoir agir en conscience. C'est pour ça que j'utilise pas le terme réagir, parce que réagir, des fois, il y a une dimension un peu automatique à l'arrache. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir cette capacité d'adaptation intentionnée, justement, pour garder un cap et nous permettre de rester sain d'esprit avec cette sanité du corps. Après, vraiment, c'est toujours la même chose. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend aussi de l'éducation que tu as eue. C'est vrai qu'il y a des parents qui se disent toi tu vas être un futur Léon Marchand toute ta vie, tu vas faire que de la piscine, de la natation, et des personnes qui se disent si je fais autre chose que ça veut dire que je suis un lâche, que je suis un nul, que au final c'est un petit peu la même chose pour le domaine de l'intellect. Toutes les personnes qui vont faire je sais pas, des super écoles, Centrale, l'ENA, HEC. Pour moi, c'est une question d'équilibre, d'éducation, c'est une question aussi
Mais cette conscience corporelle est hyper importante parce que parfois, c'est vrai qu'on suit beaucoup aussi des schémas familiaux sans trop s'écouter et on se rend compte vers 40, 50 ans que c'est peut-être pas forcément ce qui nous correspond à nous. Et ça demande aussi énormément de cran de laisser de côté un cadre que des personnes nous ont en tout cas donné de manière très bienveillante. Mais ça demande beaucoup de cran, ouais, de laisser ça de côté, justement. Et tu parles de cadre familial, alors sans rentrer dans ta vie privée. Toi, du coup, quand tu t'es dit, voilà, je veux devenir ostéo, c'est venu d'où? Tu as des parents qui sont dans ce domaine-là? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ce métier-là? Non, c'est intéressant. Moi, depuis que je suis toute petite, je sais que je veux prendre soin des gens. Enfin, bon, après, petit, on veut faire plein de métiers à la fois, mais je savais que je voulais faire quelque chose dans le soin. Donc, naturellement, je me suis dirigée vers médecine. Après, je pense que à la fin de mes études, bon, franchement, je savais pas trop vers quoi me tourner. Je pense que je fais un petit peu partie des familles qui se disent, bon, bah, ce sera droit ou médecine. Et moi, je suis allée vers médecine et j'étais pas du tout assez dans la compétition. Donc, pendant un semestre, je savais pas trop quoi faire. J'étais à Pierre et Marie Curie et du coup, après avoir tenté le concours de médecine, de faire une licence de bio. Et là, je me suis dit, c'est la catastrophe. C'est pas du tout ce que je veux faire. Vraiment, la recherche plus tard, ou enfin bref, ça me plaisait vraiment pas du tout. J'avais vraiment besoin d'être sous pression, d'être stimulée, d'être au contact de personnes. Et puis, j'en pouvais plus aussi d'être simplement derrière un bureau. Juste dans la tête, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai plusieurs options. Soit je fais kiné. Et du coup, c'est de nouveau sur concours et je risque de reperdre une année si je n'ai pas la formation kiné. Soit je fais ostéo. Là, c'est des écoles privées, donc il y a aussi des avantages ou l'inconvénient que ce soit des études relativement onéreuses. Mais je me suis quand même lancée là-dedans et au final, aujourd'hui, je suis hyper contente de me dire que bon bah, je peux prendre soin de plein de patients, que j'ai mes petits contacts de médecins chez qui je réoriente les patients aussi, ce qui est une autre approche de soins. Quand c'est l'ostéopathie, c'est aussi ça, hein, c'est de la réorientation de patients qui parfois sont à risque ou sont simplement pas faits pour être dans notre cabinet. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue ostéo et au final, je me dis c'est pas mal de hasard et je suis très contente d'être ostéo aujourd'hui. Mais ça veut dire que dans ton parcours, tu fais des études donc intellectuelles, d'une certaine manière. Ouais. Tu voulais quand même aider les gens d'une manière ou d'une autre, mais c'était pas très clair dans ta tête. Et donc, à un moment donné, tu te dis, OK, je suis trop dans la tête et du coup, je vais faire autre chose. Mais t'as jamais eu cette problématique, parce que moi, je l'ai, mais c'est parce que moi, le toucher est quelque chose qui n'a pas un sens que j'ai particulièrement développé. Mais tu t'es dit tout de suite, tiens, je vais aller dans le domaine où je vais toucher des gens. C'est-à-dire que, tu vois, entre la bio, où tu dis c'est très dans la tête, et puis après, kiné, ostéo, où tu es très dans le toucher. C'est-à-dire que toi, ça a toujours été un sens que tu aimais bien, que tu voulais utiliser par la suite. J'avoue, je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, ce qui était hyper intéressant, c'est déjà d'un point de vue théorique de connaître plein de pathologies, de connaître l'anatomie du corps humain, les différents groupes musculaires, toute la neurologie, etc. Enfin, toute la neurologie, je connais pas tout, hein, mais voilà, en tout cas, je fais de mon mieux. Et à côté de ça, c'est vrai que tout le côté du toucher, au départ, c'est pas que j'étais mal à l'aise avec ça, mais on se rend compte très rapidement qu'il y a des personnes, en fait, qui excellent un petit peu, qui ont déjà une sorte de don au niveau palpatoire. Et en fait, j'ai trouvé ça, c'était un petit peu le but du jeu, de se dire, en fait, quand est-ce que je manipule, quand est-ce que je manipule pas, où sont les zones les plus denses au niveau du corps. Et tout de suite, tu oublies ce côté, c'est un corps de chair, et tu associes ça avec tout le côté extrêmement pudique et émotionnel de voir quelqu'un, justement, le dos de quelqu'un, le torse de quelqu'un. Bon, je pense que tu sors complètement de ce truc-là, parce que quand il y a un patient qui te dit, j'ai mal, je sais pas, j'ai mal dans la jambe, j'ai mal au ventre, ou j'ai des fourmillements ou des engourdissements dans le bras, tu vas pas te dire, ouh là là, j'ai peur de le toucher. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a quelque chose d'organique? Est-ce qu'il y a quelque chose de pathologique? Ou est-ce que je peux le manipuler? Et si je le manipule, pour toi, le plus important, c'est pas de te dire, oh mon Dieu, j'en sais rien, parce Ça que c'est vrai que colle, certaines personnes, j'imagine que ça peut les dégoûter. Mais moi, mon boulot, c'est juste de me dire, la personne, si elle ressort de la consultation, il faut qu'elle se sente mieux ou qu'elle se sente prise en charge ou qu'elle en sache un petit peu plus sur ses douleurs.
Et puis après, je sais pas, peut-être que c'est déjà arrivé à d'autres ostéos, très certainement. Mais bon, les personnes font quand même relativement attention à venir propre. Un minimum, en tout cas. Ouais, un minimum pendant les consultations. Donc, Mais ça veut dire que toi, tu utilisais le toucher comme un moyen pour une fin. C'est-à-dire que tu voulais que les gens sortent mieux. Et donc, ça n'a pas été un problème, juste en te disant, bah, c'est le moyen là que je suis en train d'apprendre pour les accompagner. Ouais, exactement. Parce que moi, c'est vrai que le toucher, c'est un des trucs que je m'étais dit quand, dans ma famille, j'étais médecin. Et effectivement, j'ai eu ce choix entre... moi, j'ai eu ingénieur aussi à côté. Ah oui, donc, du coup, je suis plutôt allé dans cette direction-là. Mais quand je m'étais posé la question de médecine, je m'étais dit, médecine, ça me botterait bien, mais il faut toucher les gens. Donc, du coup, après, je me suis dit, je vais faire pharmacie parce que je touche pas les gens. Bon, ça veut quand même dire concours et tout. Est-ce que je veux faire ça? Pour après me dire, bon, ingénieur, du coup, ouais, j'ai moins de chances de toucher les gens. Mais c'est vrai que cette notion de toucher, pour moi, est importante parce que c'est, en plus, dans la culture actuelle, le toucher a une connotation très particulière, je trouve. Et donc, c'est un métier où je pense que si t'aimes pas ça, je sais pas si tu peux réussir à être un ou une bonne ostéo, tu vois, si le toucher, t'as pas forcément ce don, comme tu dis. Mais il y a certains étudiants qui ont arrêté leurs études en cours parce que c'était quelque chose qu'ils pouvaient pas supporter, de se dire, bah en fait, je suis hyper mal à l'aise avec le fait de toucher. Parfois, c'est une question de timidité vis-à-vis de se dire, ah bah je sais pas, je suis une femme, je vais toucher quelqu'un qui n'est pas une femme, ou même, enfin, c'était assez. C'est divers alors. Ouais, c'est très divers, mais moi personnellement, je me suis pas trop posé la question. Et puis c'était aussi un tout, hein, c'est-à-dire que moi je ressortais de 2 années de médecine où je me suis dit là par contre il y a le fait de faire des études, de les faire bien, j'ai pas envie de perdre une année de plus. C'est marrant parce que en fait on se rend pas compte que quand on a 20 ans, on a toute la vie devant nous et on se dit faut gagner du temps, faut faire des études. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si je devais soigner des patients, soit par les manipulations, soit par, je sais pas, de l'acupuncture, des ventouses, enfin même sans les toucher, pour moi, c'est toujours le but c'est une option m'importe, possible, en quoi. tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon, au final, si j'avais été médecin généraliste, bon, je pense qu'on se pose toujours les mêmes questions, de se dire, bon, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais? Est-ce que la patiente, ou le patient, je lui ai apporté quelque chose de positif? Donc voilà, il y a toujours les remises en question aussi personnelles. Enfin, tout n'est pas que théorique, je trouve, dans la médecine. Bah super. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Ce que je te propose, merci à toi. on va basculer à la dernière partie du podcast comme je te l'avais évoqué. Et quand je t'en avais parlé, je t'avais dit que j'amènerais des cartes. Et il s'avère que j'ai oublié. Donc du coup, on va faire autrement. Ce que je vais faire, c'est que ces fameuses cartes, je vais les récupérer quelque part. Donc ce sera un petit peu moins... du hasard, enfin si ça va être du hasard quand même, mais du coup ce que je vais te proposer, c'est que donc tu as une 50aine de cartes qui sont sur mon téléphone. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir entre le numéro 4 et le numéro 53. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste te dire c'est laquelle, et puis je vais te laisser la lire. Je vais prendre le numéro 31. Alors, 31. Je te laisse la lire. Qu'est-ce qui te rendait heureuse avant qui ne te satisfait plus aujourd'hui? Ah, c'est intéressant. Et je les ai pas prévus, hein. Ah ouais. Vraiment, c'est pour toi. Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très heureuse, hein. Il y a même une fois une amie qui m'a dit non mais tu vois les personnes qui sont tout le temps heureuses et t'as envie de les frapper tellement elles sont heureuses, et bah c'est toi. Donc du coup je me suis dit ok, mais des choses qui pouvaient en tout cas plus me rendre heureuse avant, c'était la fête. J'ai toujours vraiment à partir de mes 18-20 ans, j'ai adoré faire la fête, rencontrer plein de personnes, danser à fond, écouter de la musique, établir énormément de relations sociales, faire des nouveaux contacts. Ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime moins, simplement parce que je pense que ma batterie sociale commence à fatiguer un petit peu. La batterie sociale, je trouve ça intéressant comme mot. Ouais. Et puis, pour le coup, la conscience corporelle fait aussi que je m'écoute plus. Et quand j'étais plus jeune, j'étais aussi plus dans le regard de l'autre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est peut-être aussi l'âge et simplement la fatigue, mais le fait d'avoir un boulot avec des responsabilités et puis avoir un petit peu moins d'énergie qu'avant, ça fait que je prends quand même beaucoup plus soin de moi. Et maintenant,
ça m'apporte beaucoup moins de satisfaction que de faire la fête, parce que puis au bout d'un moment, bon, tu fais le tour du truc, quoi. C'est toutes les soirées se ressemblent un petit peu. Mais au moins, quand tu le fais pour la bonne raison. Exactement. Et tu peux en profiter vraiment qu'avant juste une question d'habitude, d'y être de faire la teuf, quoi. Et puis après, ton cercle d'amis, en fait, te correspond de plus en plus. Donc, tu sais que tu t'engages dans une soirée que quand tu es sûr d'être en bonne compagnie avec des personnes qui t'écoutent. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est nécessaire. Je pense que aussi, quand tu es étudiant, tu as besoin d'un moyen de décompression, que ce soit le sport, la fête, les amis, les voyages. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, pour les soirées, qui me rend moins heureuse aujourd'hui. Moins heureuse maintenant. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va continuer. Et ce que je vais te proposer de faire, c'est de choisir 2 chiffres, 2 nombres, plutôt entre 4 et 15. Entre 4 et 15, et t'en choisis 2. Eh je vais prendre 7 et 12. 7 et 12. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te les lire, toutes les 2. Et tu auras le choix de répondre à celle que tu veux. Ok. C'est les questions les plus hard entre 4 et 15 ? Non, je te le dirai juste après. D'accord. De toute façon, tu vas le voir. Ça marche. La première, c'est quel mot choisirais-tu pour décrire tes choix de vie jusqu'à présent ? Et la deuxième, c'est que retires-tu de tes relations, amicales ou amoureuses, qui se sont terminées ? Je vais prendre la deuxième question. Ouais. Qu'est-ce que je retire de mes relations amoureuses ou amicales qui se sont terminées ? On est bien d'accord, hein, quand je dis qu'est-ce que je retire, c'est quelles sont les choses négatives qui font qu'aujourd'hui, je n'ai plus ce genre de relation. Oui, ou positive. Okay. C'est vraiment une question au sens large. Quels sont tes apprentissages par rapport à ça ? Alors, dans mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses, je peux retenir plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour ne plus reproduire des schémas de reproduction. J'ai d'ailleurs fait appel justement à différents professionnels médicaux ou paramédicaux qui m'ont permis de comprendre pourquoi est-ce que à chaque fois je me reprenais la baie vitrée et je retombais dans le truc à chaque fois. Mais tu sais qu'il y en a, ils mettent des petites gommettes, tu sais, sur ça pour éviter de... Ah oui, non mais c'est le truc, c'est que c'est des schémas de reproduction, quoi. Ouais, c'est des schémas, ouais. Donc tu as identifié ces schémas que tu reproduisais. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose que tu gardes en tête. Parce qu'il faut déjà avoir cette prise de recul qu'il y a un schéma. Exactement. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, donc ça c'est un élément. Ensuite, il y a des choses, alors je sais pas si c'est quelque chose de familial ou c'est propre à mon caractère, mais j'ai beaucoup été dans ce schéma de le syndrome du sauveur. Ouais. Donc dans les relations amicales notamment, le fait de ne pas voir quand est-ce que tu dépasses le côté amical, mais que tu rentres dans un rôle de thérapeute, ça c'est quelque chose que j'ai dû prendre beaucoup de recul pour me rendre compte qu'en fait je m'écoutais plus du tout. Et moi je suis pas du tout formée à une approche psychologique de la personne. Comme je t'ai dit, quand je dois réorienter, je réoriente. Tu as appris alors? Et du coup j'ai appris, mais j'ai appris par épuisement, parce que pour moi c'était inconcevable de pouvoir me dire je laisse un ami, je laisse une amie, ou bien je laisse un amoureux de côté. Et au bout d'un moment, c'est vrai que quand on peut plus, t'en peux plus, quoi. Et puis, quand tu te rends malade pour quelqu'un, là, tu sais que c'est plus bon. Et encore une fois, sur la conscience corporelle, je pense que quand ton corps, il te dit des choses, quand t'as mal à la gorge, quand t'as mal au ventre, que t'es pas bien à l'idée de penser à une personne, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et ça m'a permis justement aujourd'hui de garder en fait des personnes qui aussi se remettent en question elles-mêmes sur est-ce que je prends trop d'énergie ou je donne trop, ou je suis vraiment dans ce truc de j'ai besoin d'englober la personne à fond. Donc, tu as réussi à définir tes propres limites par rapport à tes relations. Ouais. Mais ça prend énormément de temps, et je pense que quand tu décides de ne pas faire appel à quelqu'un, de ne pas faire appel à un psychologue, à un psychanalyste, un médecin, en fait, tu peux garder ces trucs-là jusqu'à 40, 50 ans, voire ta mort, quoi. Donc, du coup... C'est sûr que on peut toujours tout faire tout seul. Aujourd'hui, l'information est disponible. C'est pas ça qui manque. Ouais. C'est juste que quand tu le fais tout seul, tu risques de te heurter, en fait, à toutes les embûches qu'il peut y avoir sur le chemin. Et surtout, il y a vraiment un exercice qui est très difficile, c'est l'exercice d'introspection. Moi, j'ai souvent l'occasion de le dire, je dis les yeux, ça pointe vers l'extérieur.
Et souvent, les personnes qui nous en apprennent le plus sont les personnes qui nous regardent, justement, qui nous portent de l'attention, qui nous permettent de nous rendre compte de certaines choses que l'on fait de manière répétée. C'est-à-dire que ces fameux schémas, les autres le voient alors que toi, tu le vois pas. Et le fait de faire appel à un professionnel ou juste quelqu'un d'autre qui nous voit, ça nous aide à pouvoir réfléchir et évoluer. Oui, complètement. Après, moi, ce que j'aime bien dans le fait de faire appel à un professionnel, c'est que quand tu fais appel à un ami, alors les amis sont toujours là et ils essayent toujours d'avoir les meilleurs conseils, mais tout ce lien émotionnel que tu as avec l'autre ou la personne, parfois elle se dit il faut surtout pas que je la froisse. Pour moi, c'est un biais qui est énorme. Et quand tu es face à un professionnel qui se dit la personne, je la connais ni d'Ève ni d'Adam et j'ai un petit peu cerné son profil et du coup, je vais lui poser la question qui va faire qu'elle va se remettre en question sur le prochain mois jusqu'à notre prochaine session. Ça, les potes, ils peuvent pas l'avoir vis-à-vis de toi. Et du coup, pour en revenir justement à le fait d'avoir délaissé derrière moi certaines personnes, le fait de faire appel à un professionnel, ça te permet aussi d'être plus doux vis-à-vis de toi-même, surtout si tu as ce syndrome de l'imposteur ou ce syndrome du sauveur, t'es complètement dans un truc de culpabilité de me dire « Oh mon Dieu, j'ai mal fait les choses ». Alors que quand quelqu'un t'explique que là, non, tu pouvais pas faire autrement et que tu as besoin de te sauver et de te faire passer en premier, c'est quand même beaucoup plus déculpabilisant que quelqu'un qui te dit non, c'est normal et juste sois sûr de toi. La puissance du tiers, c'est aussi d'avoir un regard qui est non jugeant, qui est non émotionnalisé, quoi. Ça veut dire que la relation est pas en jeu au sens de l'amitié que tu peux avoir avec des gens. Là, c'est son rôle à cette personne de te faire un retour le plus décontextualisé possible, mais pour t'aider, c'est vraiment ça. Carrément. Et puis, dans ces relations que j'ai pu mettre de côté, il n'y avait pas forcément des personnes qui, en fait, les personnes hyper lourdes, qui te veulent du mal, qui se remettent jamais en question. Parfois, c'est des personnes qui ne se remettent pas en question, mais parfois, il y avait des personnes qui étaient vraiment fantastiques et juste, ça n'allait que dans un sens, en fait. Et ce truc de remise en question, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut pas être le psychologue de tout le monde, quoi. Je trouve que il en va de la responsabilité de chacun de se dire est-ce que aujourd'hui j'ai l'impression de faire un maximum de bien et un minimum de mal. C'est un truc que je répète très souvent, c'est assez familial. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout, comme tu disais, à porter une vision extérieure sur leur propre personne et à ne pas se rendre compte que parfois elles demandent trop. Mais faire le tri de son entourage, ça a beau avoir un peu une connotation étrange parce qu'on a l'impression que on traite les gens comme des objets, tu sais, comme tu ranges les choses. Mais en vrai, comme tu l'évoquais, c'est des interactions qui génèrent du bruit, qui prennent de l'énergie. Et donc, si tu réussis pas à définir ces limites qui t'aident à te protéger tout autant que ça te permet de t'exprimer pleinement, ça commence à devenir difficile. Ouais, complètement. Donc, très courageux de ta part, en tout cas, d'avoir fait ça. Et pour terminer, ce que je vais te proposer, la question ultime maintenant, c'est que tu vas en choisir 3. Mais c'est moi qui vais choisir. D'accord. Ça te va? Oui. Donc, tu vas choisir entre 41 et 53. Ok. 42. Ok. 48 et 53. Ok. Alors, 42. Je te l'ai dit, et puis après, j'en choisirai une, selon comment tu vas réagir. Donc, si ton alimentation exprimait tes aspirations les plus profondes, de quoi serait composée ton assiette au prochain repas? Ouais. Ok. 48. Quel petit pas aurais-tu envie de faire pour un projet qui te tient à cœur? 53. Tu m'as facilité la tâche. Si tu étais confiné avec tes proches, que souhaiterais-tu partager avec eux? Rien. Rien. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà beaucoup trop partagé avec eux. Les proches, la famille ou les amis? Après, c'est pas précisé. Ça, c'est une représentation personnelle. Ça marche. Vu qu'il est bientôt temps de manger, je te propose de discuter d'alimentation. Donc, je te la rappelle, la question. Si ton alimentation exprimait tes aspirations les plus profondes, de quoi serait composée ton assiette au prochain repas? C'est hyper compliqué. Moi, il faut savoir que je suis une très bonne vivante. Donc, je pense que je prendrais quelque chose à la fois de sain, mais de très réconfortant. Donc, dit autrement, sain et gras. C'est très... Non, mais je pense que je prendrais... c'est hyper compliqué comme question. Franchement,
J'ai envie de dire un faux, un feu, enfin une soupe vietnamienne. Aïe. Parce que parce que tu peux mettre plein de légumes à l'intérieur, plein de soja, plein d'herbes, plein d'aromates, donc c'est aussi extrêmement bon. Le bouillon est hyper réconfortant. Après, moi j'adore la viande crue, donc en fait tu peux aussi mettre ça dedans. Et puis je trouve que les pâtes c'est toujours quelque chose de très qu'on aime depuis l'enfance. Donc voilà, je pense que je partirai sur ça. Ok. Et quel est le lien avec une aspiration profonde que tu ferais avec un feu? Eh bien, je pense que c'est pour ça que je parlais des pâtes et du fait qu'on aime ça depuis l'enfance. Enfin, moi en tout cas personnellement. Mhm. Mais je trouve que c'est le fait de reconnecter avec son moi, mais beaucoup plus petit. Tu sais, c'est parfois un petit peu comme quand tu sens un parfum qui te rappelle, je sais pas, l'odeur d'une personne, l'odeur de ta maman ou Ouais. des trucs comme ça. Et je trouve qu'un repas, parfois, c'est un petit peu la même chose. Ça te rappelle plein de bons souvenirs. Voilà, donc pour Aujourd'hui, moi, ce sera le feu. voilà, ça répond bien à ta question. Voilà. Dans ce cas, Caroline, merci beaucoup pour Merci ce à temps toi. passé ensemble. C'était super intéressant. Si des personnes veulent te contacter, Mhm. comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver ou te joindre? Alors moi, j'ai un Instagram, c'est tout en minuscule cetran.ostéo et voilà, où je fais des petites publications de temps en temps si elles veulent avoir de mes nouvelles. Et sinon, si elles veulent me voir au cabinet, j'ai une page Doctolib et je suis sur 2 cabinets, un à Boulogne et un dans le Marais. Super. Merci beaucoup. Merci encore, c'était super cool. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Au revoir.